Nous partons pour Røde Bay, au Groenland. C'est un long voyage qui nous attend. D'abord un vol de 4000 km, puis la traversée d'une mer d'icebergs. C'est l'été. Ici, la vie se déroule au rythme des saisons. Imaka, disent les Inuits. Rien n'est sûr. Un dernier hameau isolé avant l'immensité de l'océan Arctique. 40 maisons, 50 habitants, pas de voitures ni d'eau courante. Il y a 300 ans, les Hollandais se sont installés dans cette baie plate et protégée, où ils chassent la baleine et établissent un comptoir de commerce. Notre expédition au Groenland nous emmènera dans 2 petits villages. Nous visiterons d'abord Røde Bay, au-dessus du cercle polaire, puis nous irons à Igaliku, dans le sud verdoyant, auquel le pays doit son nom. Nuka est l'âme de Røde Bay. Il est sur tous les fronts. C'est lui qui hisse le drapeau et rythme la vie sociale des villageois. Un rendez-vous particulier réunit 5 générations d'une grande famille groenlandaise aujourd'hui. Tous Inuits et fiers de l'être, et il n'en a pas toujours été ainsi. Røde Bay fête la scolarisation de Selma et de ses 2 petits camarades. Grâce à ses 3 jeunes enfants, l'école ne sera pas fermée. Cette année, Harald, le professeur des écoles, aura la charge de 6 enfants. Une classe doit compter au moins 4 élèves pour rester ouverte. Selma porte le costume traditionnel des femmes inuites pour son premier jour d'école. On distribue une lettre de l'alphabet à tout le monde. Le Groenland utilise l'alphabet latin depuis 1850. Au dernier rang, Ingo, un Allemand qui s'est installé ici, a lui aussi pris place. Pendant ce temps, Nuka s'affaire tranquillement dans la cuisine. Le baby-foot est reconverti pour l'occasion. Dans la première heure de cours, on passe constamment du danois au groenlandais, langue dans laquelle foisonne la lettre Q, et qui dispose de 50 mots différents pour désigner la neige. Harald est danois. Pour commencer, il apprend aux enfants à écrire leurs prénoms. Le Groenland a longtemps été une colonie danoise et n'est autonome que depuis 2009. Les prénoms groenlandais sont remis à l'honneur. Les 2 garçons s'appellent Akisiak, perdrix des neiges, et Inunquaq, petit homme. La langue autochtone a longtemps été proscrite. Dans les années 70, elle n'était même plus enseignée à l'école. Mais les choses ont bien changé depuis. Akisiak et Inunquaq sont un peu dissipés. Après tout, c'est le jour de la rentrée. Quelle perspective pour ces écoliers du bout du monde? Monsieur le maire a un avis sur la question. Il y a de l'avenir ici. Nous sommes si peu nombreux au Groenland et notre pays est si grand qu'il ne peut y avoir qu'une multitude d'opportunités pour tous. C'est ce que je pense. Les enfants pourront-ils rester ici ou devront-ils partir pour une ville plus grande, comme Nuuk, la capitale? Les opportunités sont nombreuses dans notre grand pays. Il faut juste bien y réfléchir. Même s'ils veulent devenir pilotes ou médecins? Oui, tout est possible. En un tour de main, Nuka transforme l'école en église. Comme la plupart des adultes de Røde Bay, il travaille pour la municipalité. Sa fonction principale est celle de gardien d'école. Mais il a une prédilection pour la pêche et la chasse. Nuka tourne la manivelle pendant 18 minutes sans s'arrêter.
La technique de la palangre est fiable et très simple. Il y a un truc qui est resté accroché. Il y a 1000 mètres de profondeur et la palangre va jusqu'au fond. Tant pis pour le fil perdu, la pêche est bonne. À la 7e prise, c'est un flétan. Un beau spécimen de 10 kg et d'1 mètre de long. Nuka, dont l'impassibilité est légendaire, esquisse un sourire radieux. Ils sont 3 à guetter l'arrivée de notre pêcheur. Ingo vient de la Thuringe et tient un restaurant dans l'ancien comptoir. Cette année, Nuka lui a déjà vendu une demi-tonne de poissons. Après la réunification, Ingo a quitté l'Allemagne avec sa femme Uta. Il passe la majeure partie de l'année à Rodby. Il parle couramment le danois et se débrouille bien en groenlandais. Nuka m'a raconté que la palangre avait été sectionnée par un crabe royal. Il manque au moins 200 à 300 hameçons. Mais ce soir, il va installer une nouvelle ligne. Il veut la poser en travers de l'autre pour essayer de récupérer le bout qui manque. Mais il faut être un pêcheur chevronné pour y arriver. J'en serais incapable personnellement. Quand on pense qu'en Allemagne, 10 pêcheurs sportifs se battent pour un malheureux poisson, souvent lâché exprès pour eux, on se dit qu'ici c'est le paradis. Ça, on peut le dire. Quand je vois les étals de poissonnerie en Allemagne avec ces petits filets de flétan ou de morue, ça me fait toujours rire. En plus, c'est extrêmement cher. Ici, un poisson de cette taille, on le donne aux chiens. Les chiens salivent toute la journée devant les flétans accrochés. Le poisson séché est une nourriture idéale pour les longues excursions hivernales. Les chiens de Rodby se prélassent tout l'été. Mais parfois, les animaux trouvent les vacances interminables et regrettent les expéditions dans la neige. Les chiens de traîneau ont besoin de l'homme pour se nourrir. À partir de 6 mois, ils peuvent être dangereux, en particulier pour les enfants. Ils restent donc attachés et livrés à leur maître pour le meilleur et pour le pire. Harald est l'un des seuls à bichonner ses chiens, mais ils ne lui obéissent pas au doigt et à l'œil pour autant. Nous n'élevons pas tous les chiens de la même manière. Dans notre famille, ils servent de moyens de transport, mais on les cajole. Pour les pêcheurs, c'est différent. Quand ils travaillent l'hiver avec leurs filets, la glace peut se briser à tout moment, et leurs chiens doivent réagir tout de suite. C'est pour ça qu'ils les élèvent à la dure. Les nôtres, en revanche, sont de vrais animaux de compagnie. Le soleil se couche sur le petit village multicolore du bout du monde. Et rien n'entrave la magie du lieu.
Le cimetière aussi s'ouvre sur l'océan. Nous sommes fin août et les habitants, en tenue d'été, peuvent admirer la banquise flottante juste devant leur porte. De là à dire que la vie est idyllique sous ces latitudes, Rode Bay signifie baie rouge, rouge comme le sang des baleines. À 100 mètres du village, sur une côte rocheuse en pente douce, sont fixés 2 treuils, un peu rouillés, mais toujours en service. La baie est plate, idéale pour tirer les baleines à terre. Une colonne vertébrale, ou ce qu'il en reste, et une vidéo amateur réalisée par Ingo pour seule preuve encore existante. Le 1er mai 2010, une grande baleine boréale de 60 tonnes et de 20 mètres a été abattue et tirée à terre. C'était la première prise après 75 ans d'interdiction de pêche visant à protéger l'espèce. Les pêcheurs ont commencé par couper un morceau rectangulaire de l'animal. Le matak, c'est-à-dire la peau et le lard, est un mets de festin, riche en vitamines. 3 côtres ont dû pousser la baleine, pendant que les hommes actionnaient le treuil, et que la marée contribuait à amener le colosse à terre. Il faut toujours faire vite. Après 48 heures hors de l'eau, une baleine commence à se putréfier. Les proportions de l'animal sont gigantesques. Voici rien que la tête. La chair de cette baleine a nourri le pays entier. Les fanons, les dents du cétacé et le squelette ont été récupérés par un musée de Copenhague. Pour les Groenlandais, la pêche à la baleine n'a rien d'exceptionnel. Des spécimens plus petits agrémentent les menus ordinaires, comme chez nous la viande de bœuf. Dans les derniers petits villages de chasseurs et de pêcheurs, l'alimentation des enfants se compose de viande de baleine et de phoque. Aujourd'hui, les plus grands ont cours de groenlandais avec Marianne. Tous les mercredis, elle leur enseigne la langue nationale. Le livre de contes relate un périple en bateau à rame et une nuit sous la tente auprès d'un feu de camp. Nicoline, la fille du professeur, est née au Danemark. Elle a 13 ans. Elle ne parle pas aussi couramment le groenlandais que sa copine Mia, 14 ans, la fille du maire. Tu sais déjà ce que tu veux faire quand tu seras grande? J'aimerais travailler avec des animaux. Tu veux devenir vétérinaire? Non, pas vétérinaire. J'aimerais m'occuper d'animaux. Et toi, tu veux faire des études? Pour faire quel métier? Pilote. Oui, pilote. Elle va faire sa confirmation et elle finira le collège ici. Ensuite, elle devra partir en internat à Ilulissat pour poursuivre ses études au lycée. Comme Mia, nous nous préparons à quitter Rode Bay. Nous partons pour le sud du Groenland. Nous embarquons sur le Sarfakituk, l'omnibus flottant de ceux qui n'ont pas les moyens de voyager en avion ou qui habitent des endroits reculés qui ne permettent pas l'atterrissage. Le brise-glace de 70 mètres de long dessert la côte de mars à décembre. En 3 jours, il nous emmènera à 1000 km d'ici, dans la région où les Vikings ont accosté eux aussi il y a bien longtemps. La navigation est une affaire d'instinct. Les icebergs représentent un risque permanent de chavirement ou d'inondation. Pour le capitaine Wilhelm Petersen et son équipe, une vigilance de tous les instants s'impose. C'est un trajet un peu spécial. Il faut constamment être sur le qui-vive à cause des icebergs. Aujourd'hui, ça va.
Mais parfois, la baie est recouverte de glace et il faut naviguer très lentement pour se frayer un passage à travers la banquise. Vous vous fiez au GPS? Non, pas trop. Ici, on se sert plutôt de nos yeux. Il vaut mieux regarder par la fenêtre qu'avoir les yeux rivés sur le GPS. Escale dans le fjord sans accostage. La localité de Kangamute ne dispose ni d'embarcadère ni de lieu d'atterrissage. Le bateau ne s'arrête que sur demande et les passagers sont débarqués à l'aide des canaux de bord. L'homme d'équipage, Jacob Larsen, veille à ce que tout le monde soit équipé de gilets et de combinaisons de sauvetage. Parfois, il est difficile d'accoster parce qu'il y a trop de vent. L'hiver, nous avons déjà dû modifier notre itinéraire à cause d'une tempête de neige. Le port le plus proche est à 250 km. Le Groenland, la plus grande île du monde, compte tout juste 60 000 habitants. Kangamute possède une école primaire, une maternelle, une église, une entreprise de vente de poissons, un supermarché, un générateur électrique et l'accès à Internet. Avec la dernière génération, le nombre d'habitants est passé de 500 à 300. Le vapeur apporte le courrier et des vivres. Il permet au village de garder un contact avec le monde extérieur. Jacob Larsen rappelle que le temps presse. L'escale à Kangamute ne doit pas dépasser 25 minutes. Il est rare de croiser d'autres bateaux sur cet itinéraire. Mais il y a toujours des rencontres imprévues. On a déjà subi plusieurs collisions. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, je crois. On avait percuté une baleine à bosse près du port d'Assiat. Quand les baleines montent à la surface, juste devant le bateau, il est déjà souvent trop tard. Et qui est le plus endommagé, la baleine ou le bateau? La baleine. Le bateau en sort toujours indemne. Et comment se rend-on compte d'une pareille collision? On ressent une petite secousse, comme si on percutait un iceberg. À notre grande surprise, le sol est tapissé de fleurs en été. Il y a aussi des arbres. Pas de doute, il s'agit bien du sud du Groenland. Certains arrivent même à rivaliser avec le toit du poste de police. Il est rare d'en voir d'aussi haut. Le paysage verdoyant atteste de températures nettement plus élevées que dans le nord. Les abeilles aussi trouvent cet environnement à leur convenance. C'est le réchauffement climatique qui les a conduites ici, il y a 15 ans. L'abeille noire des pays nordiques, en voie d'extinction au Danemark, se sent désormais chez elle au Groenland. Elle produit jusqu'à 50 kilos de miel par colonie. Aucune concurrence à l'horizon, ni bourdons, ni abeilles sauvages, mais de l'espace à volonté. Même si la région n'est pas couverte de banquises, elle reste malgré tout austère, mis à part quelques oasis de verdure, exploitées jusqu'à la plus petite parcelle. La famille Egede est une famille d'agriculteurs. Mickey ramasse le foin du matin au soir. Quant aux 600 moutons que possède la famille, ils passent l'été dans les prairies sauvages et broutent la moindre touffe d'herbe. À 28 ans, Mickey est toujours célibataire. Les gens peuvent trouver ça triste, mais c'est la meilleure vie qu'on puisse imaginer. Quand on est agriculteur, on est libre et surtout, on n'a de compte à rendre à personne.
Miki habite sur l'autre versant de la colline. On dit qu'Igaliku est le plus beau village du sud du Groenland. Il y a 30 ans, il comptait 70 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 33. Les Vikings se sont installés ici il y a un millénaire. Ils ont vécu de l'agriculture et de l'élevage. Les Inuits, eux, ne pratiquent l'élevage des moutons que depuis 3 générations. Marlène, la mère de Miki, est inuite, avec un peu de sang danois. Elle a tenu l'épicerie pendant 20 ans. Aujourd'hui, dans le village, elle fait office d'infirmière et cultive son potager dont elle est très fière. Au Groenland, avoir un jardin est un luxe. Beaucoup de Groenlandais se nourrissent de conserves et de viande d'importation bon marché. Les produits locaux coûtent très cher et rares sont les Inuits qui chassent encore. Je pense qu'il est très important de bien manger. Autrement, nous aurions les mêmes maladies que les Européens. Ces maladies sont souvent liées à leur mode de vie et elles n'existent pas ici au Groenland. À l'époque des Vikings, Igaliku était un évêché. Les pierres des maisons proviennent des ruines d'une cathédrale qui date de l'an 1200. À l'extrémité du village, des archéologues assèchent un marais. Ils se dépêchent car le propriétaire du terrain veut exploiter la prairie. Georg Nugor est spécialiste de l'agriculture arctique au Groenland. Salut Marlène. Salut. Qu'est-ce que vous faites? On continue nos fouilles archéologiques. Tu sais que le village était le siège de l'évêché avant. Eh bien, on a trouvé des choses très intéressantes sous terre, comme par exemple du bois ou des ossements d'animaux très bien conservés grâce à l'humidité. Les Vikings restent un mystère jusqu'à nos jours. Ils arrivent au Groenland vers l'an 1000 et disparaissent 400 ans plus tard. L'année dernière, on a trouvé des céréales, et pas seulement des graines, mais aussi des épis. Nos ancêtres cultivaient donc des céréales et de l'orge. Nous aussi, mais ça ne mûrit pas. C'est vrai, mais à l'époque ça mûrissait, il faisait un peu plus chaud. Et on pense même qu'ils cultivaient l'orge pour faire de la bière. Le village d'Igaliku est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À 1 heure de bateau se trouve le jardin d'expérimentation du Groenland, Upernavik. Depuis un demi-siècle, on y fait pousser des arbres, des herbes, des pommes de terre arctiques de la variété rapido, des choux, dont le chou rave, des salades et de la rhubarbe. Bien à l'abri sous une bâche épaisse mûrit un petit fruit miraculeux. Une première au Groenland, des fraises. Un peu tardif, certes, nous sommes fin août, mais cela n'a rien d'étonnant, dans ce pays où les hivers ne connaissent pas le Gulf Stream, et qui est balayé par un vent de l'Est glacial à moins 30 degrés. La jeune agricultrice Asiarpa goûte le premier fruit mûr. Alors, elles sont bonnes? Oui, elles sont très bonnes. Et toutes fraîches. Effa Paulsen est l'initiateur de ce projet. C'est lui qui a pris soin des plantes tout au long de l'été arctique. Pour les fraises, c'est un bon début. Tu penses qu'un jour, vous pourrez cultiver des ananas au Groenland? Les ananas? Je ne sais pas. Les ananas mettent longtemps à pousser. Presque une année, je crois. Peut-être qu'on en plantera dans une serre. Vous avez des tomates? Oui. Des bananes?
Pas ici, non. Mais il y a quelques années, il y a peut-être 5 ou 6 ans, quelqu'un a essayé d'en faire pousser à Narsak. Mais elles étaient toutes petites. Dans la localité la plus proche, qui se trouve tout de même à plus d'1 heure, les habitants ont eu vent des résultats exceptionnels du jardin d'expérimentation. Qu'est-ce que vous avez acheté? On a acheté des fraises groenlandaises bien fraîches. C'est un grand événement. Oui, on peut dire ça. C'est la première année qu'ils en vendent. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce que vous avez acheté d'autre? On a acheté 2 laitues, 4 navets. Quoi d'autre? De la ciboulette, des oignons frais. Des oignons frais et du persil. Je ne suis pas sûre, mais j'imagine que tout ce qu'on a ici est bio. C'est formidable de pouvoir acheter des produits groenlandais. En général, tout est importé par avion. Les produits se vendent cher et ils sont souvent abîmés à cause du transport. On est content de pouvoir acheter local. Au retour, le capitaine Karl Åge Skovå se dit lui aussi impressionné par les fraises, tout comme par les ours polaires. L'été dernier, il y avait un ours polaire sur la petite île près d'Igaliku. Je l'ai filmé avec mon caméscope et j'ai pris des photos. L'animal était quasiment entré dans le village. Il arrive régulièrement que les ours qui dérivent sur les banquises fassent escale dans les pâturages du sud. J'ai une anecdote sur des enfants de berger. Un jour, un des enfants dit à sa mère « Maman, il y a un gros mouton là dehors ». En fait, c'était un ours polaire qui se promenait devant leur maison. Mais j'ai quand même du mal à croire qu'on puisse les confondre. Un éleveur comme Mickey sait qu'il doit faire face à des hivers longs et rudes. Qu'est-ce que tu préfères, l'été ou l'hiver? J'aime bien l'hiver, parce qu'en été, c'est la course. On a plein de choses à faire avant le retour de l'hiver. Il faut faire les récoltes, s'occuper des champs, construire de nouveaux bâtiments. L'hiver, c'est plus tranquille. Rodby vers la fin de l'hiver. Le même village, mais il repose depuis plusieurs mois sous un manteau de neige et de glace. Tout est silencieux. L'hiver est une saison difficile, même pour les Groenlandais. Sur les 40 maisons de Rodby, seules 10 sont occupées. Les quelques habitants qui résistent vaillamment aux températures proches de moins 40 degrés se réjouissent des événements qui rythment leur vie. Les cloches de Pâques, le retour du soleil après la nuit polaire et les petites excursions en traîneau. Pour venir nous chercher à l'aéroport, il leur faut 3 heures. Un voyage à travers la banquise et les montagnes. Sur le chemin du retour, les chiens ont besoin de faire des pauses régulièrement. Steen et ses collègues prennent soin de leurs animaux, mais le fouet est toujours à portée de main. Les chiens sont aguerris. Ils peuvent même dormir sur l'épaisse couche de glace qui recouvre l'océan. Dans les pentes difficiles, les voyageurs doivent descendre. Ce passage est dangereux.
Les Inuits l'appellent nez cassé. Soudain, les chiens s'élancent avec un traîneau vide. L'un des meneurs de chiens, Steen, nous explique pourquoi nous faisons un détour. J'ai une question. La Grande Baie est par là-bas, n'est-ce pas? Oui, Alors pourquoi on ne passe pas par là? là-bas, la glace est fine comme ça. Par là, elle est beaucoup plus épaisse. Nous reprenons notre chemin. Les hommes ne s'inquiètent pas pour les fugitifs. Ils finiront par revenir vers leur maître. Les chiens tiennent la cadence sans s'arrêter pendant 1 heure. Ils halètent et tirent abondamment la langue. C'est leur façon de transpirer et de se rafraîchir, au moyen de l'évaporation de leur salive. Nous sommes le 8 avril, un dimanche de Pâques. Personne à l'horizon, à part le sonneur de cloche. Il appelle à la prière pendant 1 heure entière et change de main toutes les 5 minutes. Les villageois sont bien au chaud dans leur maison, à l'exception de l'infatigable Nuka. Mathias est pasteur. Il s'est lui-même marié dans cette église, a assisté à 45 unions et 20 baptêmes d'enfants, dans un village qui compte rarement plus de 50 âmes. Depuis le passage des missionnaires en 1733, la population est de confession luthérienne. J'ai commencé en 1987. Il y a de cela 25 ans. Ici, à Rodebay. Tu vas fêter cet anniversaire? Je ne comprends pas très bien le danois. Désolé. Tu vas fêter ton 25e anniversaire ici? Oui, le 27 juillet. Avec ce froid, les villageois préfèrent ne pas mettre le nez dehors, même si tout le monde a entendu Mathias carillonner. Voici quelques courageux. Anne-Marie et Mia, la femme et la fille du maire Lars, et Steen, notre meneur de chiens. Après la messe, tout le monde est le bienvenu chez Harald et sa famille, qui régale les invités avec du café, des gâteaux et du hareng. La plupart des enseignants repartent au bout d'1 an. Harald et Lene sont restés. On a déménagé ici à Rodebay en 2007. Steen, Taki et Hans ont été très sympathiques et nous ont invités à participer à une course de chiens de traîneau. Mais ils ne nous avaient pas dit combien de temps ça allait durer. En fait, la course faisait dans les 30 à 40 km. Les autres avaient 10, 12, voire 14 chiens, tandis que nous n'en avions que 5. J'ai franchi la ligne d'arrivée 1 heure après tout le monde. Ils en étaient déjà tous à leur 3e ou 4e tasse de café. Si on prend part à une course et que les participants ont chacun 7 chiens, c'est jouable. Par contre, s'ils en ont 2 fois plus que nous, c'est un peu compliqué. Mais même après 5 ans à Rodebay, Harald perd toujours contre les hommes du pays. Chez les femmes, en revanche, Lene gagne la plupart des compétitions. Il semblerait que la concurrence soit moins rude.
Au large de la baie, Ingo coupe de petits icebergs en morceaux transportables. Contrairement à l'océan gelé, les icebergs sont constitués d'eau douce. Ces blocs se sont formés il y a 1000 et 10 000 ans. La glace n'a aucune odeur, mais l'été, quand elle fond, elle sent l'ozone. C'est très agréable à respirer. En plus, ça donne une excellente eau potable, délicieuse et saine. Évidemment, très peu de gens ont la chance d'en boire dans leur vie. Anne-Marie, l'épouse du maire, est aussi l'assistante maternelle des enfants du village. Elle confectionne une pièce d'un costume traditionnel. Cette cape de perles pèse 1,3 kg, l'œuvre de toute une vie, ou presque. J'ai réfléchi à un costume que ma fille pourra porter tout au long de sa vie. Pour les perles, j'ai fait un panaché entre ses couleurs préférées et les miennes. Mais ce n'est pas encore fini. Je pense qu'elle portera ce costume le jour de sa confirmation, mais aussi pour d'autres grandes occasions, comme son mariage ou le baptême de ses futurs enfants. Ces chaussures, que l'on appelle kami en groenlandais, sont en peau de phoque, tout comme la semelle d'ailleurs. Ces motifs sont aussi faits en peau de phoque. Chaque pièce est peinte d'une couleur différente, puis cousue une par une pour arriver à ce résultat. C'est difficile à faire, mais c'est très joli. On appelle ces pantalons takisut. Dans le nord, ils appellent ça siokat. Ils sont faits en peau de chien et les boutons sont peints à la main. Quand Lars a repris cette entreprise de vente de poissons, elle était en faillite. On accroche le poisson ici pour qu'il sèche pendant 1 mois. Cette année, c'est compliqué parce qu'il a fait extrêmement froid. Ça fait plus d'1 mois qu'ils sont accrochés là et ils ne sont toujours pas secs. Lars possède l'entreprise depuis 10 ans. Le commerce de flétans séchés était une idée très prometteuse avant l'arrivée de la concurrence. 2 entreprises se sont implantées dans les environs. D'abord une succursale de Royal Greenland, il y a un petit moment déjà, et puis il y a eu Hollywood Greenland. Les prix ont donc commencé à grimper, pour le plus grand plaisir des pêcheurs, bien sûr. Depuis, c'est difficile pour nous de continuer notre production. Pendant qu'Anne-Marie brode et que Lars nous expose les difficultés du marché, leur fille Mia participe au cours de gymnastique avec sa copine Nicoline. L'église fait office de gymnase pour l'occasion. On ne se rend plus compte que cet endroit est une église le week-end. On sait que le retable, la chaire du pasteur et les chaises sont rangées là derrière. Mais la semaine, cet espace est dédié aux activités scolaires et extrascolaires.
C'est parti. Dans une commune sans eau courante, les douches publiques sont de toute première importance. Pendant les fêtes de Pâques, l'infrastructure était fermée. Mais aujourd'hui, les lave-linges et les cabines sont pris d'assaut. À Rodebay, lorsque 6 personnes se pressent dans les locaux, on peut parler de foule. Marianne s'inscrit en attendant son mari Taki. Quels sont les tarifs? Une douche coûte 15 couronnes par personne, soit 2 €. Tu trouves ça cher? Non? On peut rester 55 minutes. 20 minutes. Ah oui, c'est ça, pardon. 20 minutes. Tout est soigneusement consigné. Quand Lene et Harald se sentent à l'étroit, ils partent tous les deux en traîneau. Lene aime faire de longues marches en solitaire. Elle rentre souvent à pied. L'acclimatation peut s'avérer difficile pour ceux qui avaient une vie très stressante avant de s'installer ici. Après à peine une semaine, certaines personnes ont envie de hurler et de prendre leurs jambes à leur cou parce qu'elles ont l'impression d'étouffer au village. Mais quand on reste plus longtemps, on finit par devenir un peu accro à cette vie. Tu te sens petite face à la nature? Petite, très petite. Quand on part se promener par ici, qu'il fait très froid et que le brouillard se lève, on ne survit pas si on n'arrive pas à retrouver son chemin. On est tous très petits face à la nature. Pas si facile de s'habituer à la vie dans l'Arctique, où tout est recouvert de neige pendant 6 mois. Où le linge doit sécher dehors, peu importe le temps. Où les saisons se succèdent et ne se ressemblent pas. Mais si l'été se fait attendre, il revient toujours. Vers la mi-mai, les premiers bateaux qui flottent entre les icebergs annoncent la fin de l'hiver arctique.